ouvriers et des habitants du bassin salifère de Lorraine. En Lorraine et en Champagne, il y a du sel presque partout. Au cours de cette émission, vous allez savoir exactement où on peut en trouver, comment on fait pour l'extraire, avec notamment, on utilise des explosifs, vous verrez des images assez étonnantes. Vous verrez aussi qui achète le sel de notre région. Mais pour commencer, je vous propose de découvrir les lieux, d'aller à la rencontre de ces habitants, de découvrir les spécialités. Sachez même que le sel a sa capitale, c'est à Marsal en Moselle. Tout de suite, premier reportage, c'est signé Fabien Roussel sur la route du sel. Alors pourquoi un musée du sel à Marsal? Parce qu'il y a très longtemps, ici, il y avait une mer intérieure qui s'est évaporée suite à un réchauffement important de la Terre, et il reste le sel contenu dans cette mer. Et le sel a été exploité ici depuis plus de 4000 ans. Marsal existe en fait à cause de la première technique d'exploitation du sel qui était le briquetage, qui a donné énormément de déchets et qui a créé en fait une sorte d'îlot à l'intérieur des marécages sur lesquels on a commencé à créer la cité de Marsal. Le pays du Saulnois, c'est le pays du sel, donc Marsal, on est quand même un point fort. Il y a aussi Vic-sur-Seille, qui a aussi été un lieu d'exploitation du sel, mais d'autres régions, comme aussi Château-Salins, Salival, sont des sites qui ont été très importants, le cœur du Saulnois. Nous avons eu l'idée de relancer un vieux produit, une vieille tradition, qui est revenue au jour, comme les Gaulois le faisaient auparavant. Nous stérilisons 70 litres d'eau et nous ajoutons 30 kg de miel, aussi stérilisé, porté à ébullition. Et nous intégrons un ferment qui donne un goût final au produit. Nous produisons pour l'année 12 hectolitres. Nous sommes 5 pour la manipulation des fûts, le rinçage, le lavage, la mise en bouteille. Dans cette vigne, nous faisons deux vins, la Fleur de Vic, qui est un vin blanc, et le Gris de Vic, qui est un vin rosé. Autrefois, en Moselle, le vin, c'était du pinot noir qui était rouge. C'est après 1918 qu'on a surtout fait du gris. Comme on ne pouvait plus champagniser, on a adopté la méthode du gris. Il y a le Gris de Toul, qui est fait avec du gamay, et maintenant ils ajoutent un peu de pinot noir pour le rendre plus rond, moins agressif. Et le Gris de Vic est fait avec tous cépages confondus, qu'on laisse macérer une dizaine de jours. Les plantes halophiles, au sens propre du mot, ça veut dire les plantes qui aiment le sel. Et on a la chance d'avoir dans le Saulnois une dizaine de stations de prairies halophiles avec presque une vingtaine d'espèces
qui d'habitude pousse en bord de mer et que l'on retrouve ici dans le Saulnois. La salicorne, c'est certainement la plante la plus connue parmi les plantes halophiles, et dans notre région, on l'appelle la passe-pierre. C'est une plante assez charnue. À la saison-ci, elle est très rouge, mais au départ, normalement, elle est verte. Il y a un plan qui a été fait au niveau européen pour protéger ces sites, qui vise à acheter 220 hectares de terre parmi celles qui sont les plus intéressantes, et il y aura 2700 hectares en tout qui seront protégés. Des terres protégées, des plantes très surprenantes. Avec nous, le premier invité de cette émission, Guy Georges. Vous représentez le parc naturel régional de Lorraine. Vous êtes plus particulièrement chargé de mission sur le Saulnois. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage que je vais vous présenter, Au pays du sel et des étangs, aux éditions Serpenoise. Donc vous connaissez particulièrement bien la question. On parle de route du sel, mais cette route du sel, elle commence où et elle s'achève où et quelle est son origine? La route du sel, c'est quelque chose de très ancien. C'est quelque chose qui a plusieurs milliers d'années, au moins 4000. On a vu le sel et c'est vraiment une vieille histoire ici. Alors le sel exploité, il fallait évidemment l'exporter, donc on a ouvert des chemins. Ces chemins sont devenus plus tard ce qu'on a appelé les fameuses via salaria. Elles ont été utilisées par les Romains sans doute pour créer les nouvelles voies romaines. Donc au départ, c'était des voies romaines? Non, au départ, c'était des chemins, qu'utilisaient les personnes pour exporter le sel. Et puis, au Moyen-Âge, l'histoire des chemins s'est confondue avec l'histoire des faussonniers, des gabelous, etc. Vous voyez, une histoire très chargée. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une route historique. C'est une route, une des quelques routes historiques labellisées par le ministère de la Culture, la Caisse des Monuments Historiques, et une des deux qu'il y a en Lorraine. Alors, c'est une route qui permet de connaître, de faire connaître les principaux sites, de faire connaître les maisons, les musées qui sont sur cette route, donc les cités historiques du sel. C'est aussi une route qui permet d'être à la base d'animation, qui permet aussi de monter des produits touristiques. Mais alors, si moi, par exemple, dimanche, je veux emprunter la route du sel, où est-ce qu'il faut que je me rende? Alors, le meilleur endroit, vous allez à Marsal, au musée du sel, vous avez toutes les explications, vous avez les renvois sur tous les sites. D'accord, donc direction Marsal, et puis après, on prend votre petit livret et on se débrouille sur les anciennes voies romaines. Voilà, je vous invite à le faire. On a évoqué dans le sujet les mares salées. Alors, les mares salées, c'est une spécificité lorraine ou on en trouve ailleurs en France? Alors, les mares salées, c'est une grande originalité. Parce qu'on connaît évidemment des végétations qui aiment le sel au bord de la mer, au bord de l'océan, mais là, comme ça, sur le continent, à 300-400 km de la mer, c'est complètement original, et on peut dire que c'est unique en France et en Europe. Il y en a quelques autres mares, mais enfin, ce qui est exceptionnel, ce sont évidemment celles du Saulnois. Il y a autre chose d'assez particulier, c'est le nom des villes aussi qu'on rencontre sur la route du sel, Château-Salins, Marsal, il y a également Rosières-aux-Salines. Pourquoi vous avez déjà fait une étude de ces noms de lieux? C'est ce qu'on appelle donc la toponymie. Toutes ces villes portent le mot sel, à commencer par la Seille, qui est la rivière du sel, Marsal, Marsalum, Vic-sur-Seille, etc., Château-Salins. Oui, l'exploitation du sel, c'est vraiment ce qui a fait l'histoire, c'est vraiment ce qui a fait les paysages de cette région. Très bien. Monsieur Guy Georges, je vous remercie beaucoup. À vos côtés, Claude Marchal, vous êtes professeur agrégé de géologie, chercheur à l'université de Nancy. Voilà, je crois qu'il serait bon, en commençant cette émission, de préciser quelle est l'étendue du bassin salifère en Lorraine et en Champagne. Tout à fait, mais il n'est pas question ici de développer très longuement la question. Le gisement salifère tel qu'il est exploité dans la région de Nancy... Vous voyez actuellement une carte à l'antenne où est symbolisé Metz et Nancy, MZ pour Metz, NY pour Nancy. Donc tout ce qu'on voit en couleur, c'est du sel. Ce sont les zones couvertes qui correspondent à l'extension des diverses couches de sel. Il y en a bien sûr un peu dans l'Est, dans la région Lorraine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce gisement se prolonge bien plus largement vers l'ouest, jusqu'à l'aplomb de la Champagne, c'est-à-dire sur près de 200 km dans le sens est-ouest. Mais ce sel, il est profondément enfoui sous terre, est-ce qu'on peut l'atteindre facilement? Tout ça dépendra de la région où l'on se trouve. Compte tenu de l'attitude générale des couches dans cette bordure du bassin de Paris, par exemple, et de leur enfoncement... sur la vallée de la Seille, ce qu'on voit à l'image... Ce que l'on voit là, dans la vallée de la Seille, le sol est à peu près à 60-70 mètres de profondeur. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas une couche unique. Ce n'est pas une couche unique. En fait, c'est un empilement de couches de sel qui alternent avec des couches d'argile. Il y en a comme ça sur une centaine de mètres d'épaisseur, ce qui, au cumul, doit donner à peu près 60-70 mètres de sel, mais du vrai sel pur, ce qu'on appelle le sel gemme. Mais le sel, dans quel état il se trouve quand on arrive à l'atteindre enfin? Eh bien, quand on arrive à l'atteindre, c'est-à-dire en mine par exemple, eh bien, il est très dur, très cristallisé. Vous en avez des blocs
Alors sur notre plateau, nous avons effectivement un gros bloc de sel. C'est une masse solide, grisâtre, par les impuretés d'argile, très finement stratifiée. C'est tout à fait caractéristique de ce sel-gemme, de ce gisement de Lorraine-Champagne. Au niveau de la qualité, est-ce que le sel lorrain est de bonne qualité ? Oh bah, il est de toute façon en bonne qualité. De toute façon, il subira un traitement. Mais au niveau géologique, si l'on veut, c'est un sel de première génération. C'est-à-dire qu'il est là tel qu'il a précipité au fond d'une mer. Et il est toujours fatalement associé à des dépôts argileux qui viennent polluer un tout petit peu le sel. En gros, ça fait 5-10% d'argile dans une masse de sel-gemme. Et puis sur le cumul de la série, il y a peut-être un quart qui est représenté par des intercalaires stériles argileux. Comment se place le bassin salifère lorrain par rapport aux autres bassins qu'on peut rencontrer en France et même à l'étranger? Il se place... c'est un bassin d'âge triasique, il a en gros 200 millions d'années. Il a des équivalents semblables dans le Jura, il y en a dans la mer du Nord. Il a des équivalents du même âge jusqu'en Aquitaine. Mais c'est un bassin, disons, qui est assez particulier par sa structure, par son organisation, et qui ne répond pas, disons, à l'image que l'on se faisait des grandes étendues marines qui devaient donner naissance à des domaine salifère. Claude Marchal, je vous remercie beaucoup pour vos explications précieuses. Derrière vous, Roger Richard, vous êtes professeur de mathématiques et président d'une association, l'association Nature et Patrimoine du Saulnois. Dans ce premier sujet de Fabien Roussel, on évoquait la salicorne. Alors, est-ce qu'on peut en cueillir, la salicorne en Lorraine, et est-ce qu'on peut la manger? Alors, la salicorne est certainement la plante halophile la plus connue. Il faut dire que dans notre région, elle est plus connue sous un autre nom, la passe-pierre. C'est une plante officinale qui passait pour dissoudre les calculs et soigner donc la maladie de la pierre. Et effectivement, c'est une tradition par chez nous de ramasser la passe-pierre au moment des foins, c'est-à-dire à la fin juin. Elle est préparée, comme on le voit ici sur ces bocaux. Elle est apprêtée comme des cornichons, mais c'est un condiment beaucoup plus fin et qui était servi traditionnellement avec le pot-au-feu du dimanche. On parle des mares salées. Est-ce qu'elles nécessitent un entretien particulier puisqu'elles sont protégées ? Alors effectivement, depuis quelque temps, elles sont protégées. C'est une très bonne chose. C'est grâce à une action conjointe du Parc naturel et du Conservatoire des sites lorrains. Il y a eu 2 actions au niveau communautaire. Une action ACNAT, Action communautaire pour la nature, qui vise à l'acquisition foncière de 220 hectares, c'est-à-dire les 10 sites les plus intéressants. Et puis il y a une autre action communautaire que l'on appelle l'article 21-24 qui permet de passer des conventions avec les agriculteurs afin de protéger environ 2700 hectares environnants. Mais est-ce que les agriculteurs ont bien conscience que c'est un patrimoine? Quelle est leur réaction? Comment vous travaillez avec eux? Eh bien, il y a une forte sensibilisation qui a été faite notamment par le Conservatoire dans toutes les communes pour sensibiliser tout le monde à ce sujet, à commencer par les élus, puis la population. Et c'est un plan qui a très bien fonctionné. Pour faire connaître ce patrimoine, vous allez encore plus loin puisque vous organisez des visites. Alors effectivement, Nature et Patrimoine du Saulnois, sous l'égide du Parc naturel, nous organisons tous les ans un calendrier d'activités qui fait que de mai à septembre à peu près, nous organisons régulièrement des sorties sur le terrain pour faire découvrir ce qu'on appelle les plantes spécifiques des mares salées. Est-ce que les gens ont conscience que vraiment ça remonte à très très loin et que ça fait partie de l'histoire de notre région ? Bien, ils sont assez surpris, effectivement, de voir ici, à 400 km du bord de mer le plus proche, des plantes qui ont pour nom le troscar maritime, l'astère maritime, le syrpe maritime, l'aspergulaire marine. Stop. J'arrive pas à tout noter, je retiens pas tout de suite. Bon, autrefois, vous allez voir qu'on se battait pour le sel, effectivement. C'était un véritable enjeu économique et politique. Vous allez voir aussi que c'est toute l'histoire de notre région. Retour en arrière et explication. À toutes les époques, le sel a attiré les pouvoirs politiques qui en ont fait un enjeu économique. Le sel était une sorte d'or blanc pour les pouvoirs politiques de l'époque. À titre d'exemple, vers le milieu du XVIe siècle, le duc de Lorraine, qui à l'époque contrôlait le monopole du sel dans cette région, obtenait à peu près, si ma mémoire est bonne, 49,57% de ses revenus des 6 salines, dont celle du Saulnois.
Cette richesse considérable que représentait le sel a attiré évidemment beaucoup de convoitises, ce qui fait que les possesseurs des places à faire le sel, et notamment Marsal, se sont toujours efforcés de les défendre par des fortifications plus ou moins importantes. La première fortification connue, vérifiée, qui a eu lieu à Marsal a été le fait de l'évêque de Metz. Elle date de 1259, époque à partir de laquelle Marsal, au cours d'un échange avec un duc de Lorraine, lui a été accordé. Le sel a donné toute son importance à Vic-sur-Seille. C'était, je vous l'ai dit, une place considérable à faire le sel. C'était également une place importante sur le plan viticole. C'était également une place où on a cultivé la vigne dès les Romains. Et c'est pour cette double raison que les évêques de Metz ont choisi Vic-sur-Seille comme capitale de leur temporel dès le début du XIIIe siècle, parce qu'également, sous le plan géographique, c'était à peu près au centre de leur temporel. Alors qu'est-ce que c'est que ce pouvoir temporel? Le temporel des évêques, c'est le pouvoir complémentaire des évêques qui étaient également qui avaient également un pouvoir spirituel. Mais à l'époque, c'était également des princes fonciers qui avaient des biens, qui étaient des seigneurs qui gouvernaient un État, petit État, mais un État quand même, qui regroupait à peu près 250 communes, soit l'équivalent d'un département actuel, qui allait à peu près au Xe siècle de Worms en Allemagne jusqu'à Épinal dans les Vosges. Ces évêques ont résidé dans ce château jusqu'au XVIIe siècle et c'est sûrement le vestige le plus important de leur présence à Vic. Le prix du sel passa de 6 sols à 20 sols en 50 ans. Le peuple n'avait rien à dire, il devait payer l'impôt, c'est tout. Tout est interdit. Ramasser une écaille de sel, c'est interdit. Dessaler ses harengs et récolter la saumure pour mettre dans sa soupe, tout ça, c'est interdit. Ça, c'est la fraude. Le peuple a beaucoup souffert de ce prix exorbitant du sel, parce que le sel est nécessaire pour la vie des gens comme pour la vie des animaux, mais le sel est aussi le seul moyen de conservation à cette époque. Un pays qui a toujours vécu au rythme des récoltes de sel. Pour en parler, Madame Romac, vous êtes ancien professeur, vous êtes à la retraite aujourd'hui, madame. Vous êtes auteur de plusieurs articles qui sont notamment parus dans les Cahiers du sel. Les Cahiers du sel sont édités par le musée de Marsal, dont on va parler dans quelques instants. Nadette Romac, dans le sujet, on vous a vu très bien expliquer quelles étaient les obligations liées au sel. Il y avait beaucoup d'interdits. Qui dit interdit dit également développement de la contrebande. Je crois que c'est évident. Il y avait deux choses. Parlez bien proche du micro, madame. Il y avait la fraude qui était au niveau des villages et des petites salines, qui n'avait pas grande importance parce que les ducs la toléraient. Mais il y avait surtout la contrebande qui se passait au niveau des frontières et c'était beaucoup plus important, mettant même en danger la récolte des impôts. Les contrebandiers s'en allaient par troupes, parfois jusqu'à 200 personnes, avec chariots, chevaux, pelles, pioches, bâtons armés de fer, parfois même des fusils, et ils s'en allaient ensemble jusqu'à l'étranger, parce que le sel de l'étranger était beaucoup moins cher que le sel vendu dans nos régions, même si nous étions des régions de salines. Mais est-ce qu'ils prenaient beaucoup de risques en faisant ce genre d'activité? Bien sûr, mais les gabelous étaient souvent complices de la population. Même les curés dans leur village abritaient le sel. On disait même qu'on disait une messe avant le départ des contrebandiers vers l'étranger. Je crois qu'il serait très important de préciser à quelle époque précise tout cela se passait. Eh bien, tout au long du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution, la contrebande a existé.
à grande échelle. Madame Romac, c'est un sujet qui vous intéresse aussi parce que vous êtes, vous, touchée de près, puisque dans votre famille, vous avez réussi à trouver des traces, en fait, d'une histoire qui est très intéressante que vous allez pouvoir nous raconter en quelques mots. Si vous voulez. Il est une de mes ancêtres que j'ai retrouvée en fouillant dans les archives de Meurthe-et-Moselle, qu'on a dénommée la fille de la veuve Romac, qui avait été trouvée avec un seau d'eau salée à la main par les Gabelous. Elle a eu beau dire qu'elle croyait que cette eau était de l'eau simple. Elle a quand même été emmenée en prison dans les prisons de Nancy et il y est resté pendant fort longtemps avec un traitement assez long et dur pour l'exemple. Mais ça, l'emprisonnement, c'était un petit châtiment parce que quand la Lorraine est devenue française, la grande peine n'était plus le bannissement hors des frontières, mais on pouvait aller jusqu'aux galères. Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie de vous pencher sur l'histoire du sel? Absolument. Je voudrais bien connaître les noms des Lorrains qui sont allés jusqu'à Toulon. Donc c'est un appel que vous lancez? J'aimerais bien. J'ai essayé de chercher aux archives maritimes de Vincennes, mais on ne m'a pas donné les noms de nos Lorrains. J'espère que l'appel est entendu. En tout cas, vous pouvez nous écrire pour répondre à Madame Romac. Bien sûr, nous vous préciserons l'adresse de notre émission à la fin d'ici 16 h. Merci beaucoup, Madame, pour ce témoignage. Véronique Bourras, vous êtes animatrice du musée du sel à Marsal, la capitale du sel. En quelle année a été créé ce musée? Alors le musée a été créé en 1973. Qu'est-ce qu'on peut y voir précisément? Alors on y voit, le musée a été remanié au cours des temps, puisqu'il a été d'ailleurs complètement remanié il y a 3 ans. Et on y voit en fait l'histoire de Marsal qui est complètement liée à l'exploitation du sel. Et l'exploitation du sel sous ses différentes formes, du briquetage jusqu'à la mine, le marais salon et jusqu'à la chimie du sel qui a une très grande importance. Donc c'est un musée qui est placé dans un écrin de verdure. Je crois qu'il y a des activités, enfin il y a des choses à voir à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, bon, le musée se trouve dans une porte qui est l'ancienne porte des fortifications de Vauban, qui est classée monument historique. Il y a aussi la trace des remparts tout autour de Marsal, avec au pied de ces remparts la Marsalais. Il y a aussi l'église qui est une collégiale du XIIIe siècle, qui est très belle. Et il y a de nombreuses choses à voir. Il y a aussi l'ancienne caserne de Vauban qui date de 1666, un ancien couvent de moines capucins, l'ancienne... il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Est-ce que vous accueillez beaucoup de touristes? Qui sont-ils et puis quelles sont leurs réactions? Alors le musée accueille environ 15 000 visiteurs par an, qui se compose à peu près pour moitié d'individuels, donc de personnes qui font la démarche de manière seule à visiter un musée, notamment le musée du sel, et l'autre moitié ce sont des groupes qui pour moitié, eux, sont des individuels adultes, enfin des groupes adultes et des groupes d'enfants, donc pour la plus grosse moitié. Et ces enfants bénéficient d'un panel de visites plus important puisqu'on leur propose des journées complètes, notamment pour les enfants de classe primaire. Pardonnez-moi, mais est-ce que vous ne souffrez pas un petit peu de l'éloignement de Marsal ? Si, c'est sûr que l'éloignement ne nous permet pas d'avoir autant de visiteurs qu'on pourrait en avoir si on était dans une grande ville, mais cet éloignement a aussi d'un certain côté ses avantages, puisque par exemple, Marsal c'est un petit village, donc par exemple pour en revenir aux journées complètes que l'on fait avec les enfants, ils peuvent avoir une certaine liberté qu'ils ne pourraient pas avoir si ces visites se passaient dans une ville. Je vous remercie beaucoup, Véronique Bourras. Derrière vous, René Berton, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée de Dieuze et en plus vous êtes chercheur. Le musée de Marsal doit vraiment vous intéresser. On y découvre entre autres ce qu'on appelle le briquetage. Et je crois qu'il faudrait quand même expliquer ce que c'est le briquetage. Ça a été un élément déclencheur dans l'histoire de la fabrication du sel. Certainement. Parlez bien près du micro. Certainement. Le briquetage, c'est un énorme ouvrage qu'on a évalué à 3 millions de mètres cubes en plusieurs îlots sur la vallée de la Seille. Mais en quoi consiste précisément cette technique? La technique consiste à fabriquer un système pour réaliser l'évaporation d'une saumure, de l'eau salée des fontaines salantes, en utilisant le feu du charbon de bois. Et on a découvert dans les années 76, grâce aux fouilles de la direction des antiquités de Lorraine, menée par M. Berthaud, qu'il y avait en gros 2 temps dans la fabrication. Il y avait d'abord un premier temps qui était fait dans des fours en forme de fer à cheval, dans lesquels des cuvettes étaient remplies d'eau salée, et sous ces cuvettes, on menait un feu à température relativement modeste, et dans les cuvettes en question, le sel précipitait.
Donc les cuvettes en question, c'est ce que vous avez ramené à côté de vous? Vous avez quelques petits objets, j'aimerais que vous disiez mais c'est pour le deuxième temps. Ah d'accord. Oui, parce que des cuvettes entières, on n'en a trouvé qu'une, elle n'est pas là. Autrement, ces éléments de fabrication sont tous fracturés, cassés. Lorsqu'ils ne servaient pas, ça devenait du rebut et c'était cassé. Donc, le deuxième temps, il est là. On fabriquait, avec le limon argileux de la vallée, de grands bâtonnets, 2 fois grands comme cela, ce sont les plus gros au point de vue du diamètre. On les empilait pour faire une sorte de grille. Et dans cette grille, dans les intervalles de cette grille, on posait des godets, dont, vous voyez, voilà le corps d'un godet. Oui. C'était assez petit, d'autres étaient un petit peu plus grands. Et dans ces godets, on mettait la saumure concentrée du premier temps. Et avec un feu beaucoup plus vif, cette fois, on terminait l'évaporation, on concentrait davantage le sel, il cristallisait davantage, on atteignait parfois la vitrification, et il se fabriquait des pains de sel dans ces godets, et il suffisait ensuite de casser les godets pour obtenir le pain de sel fini. Donc vous l'avez sans doute compris, le briquetage a vraiment été un élément déclencheur dans la fabrication du sel, à tel point qu'on en retrouve encore beaucoup de traces dans le sol de Lorraine. Le briquetage, c'est ce que l'on trouve ici dans les terres travaillées par les jardiniers de Marsal. Ce sont ces débris que l'on voit là, comme par exemple ces 2 débris-là, qui sont parmi les mieux conservés dans cette parcelle. Ce sont des résidus d'éléments cuits au four, de l'argile cuite au four ou passée au feu, et qui s'entassent dans la vallée de la Seille en quantité extraordinaire, puisqu'on a estimé qu'il y avait 3 millions de mètres cubes de ces éléments-là répartis dans la Seille. C'est le vestige protohistorique le plus important en volume de toute l'Europe. On pense que la technique du briquetage a été abandonnée à la fin de l'Athènes et a été remplacée dès le début de l'époque romaine, de l'arrivée donc des Romains dans cette région, par la technique de la poêle. Derrière moi, vous avez ce qu'on appelle une poêle à gros sel, c'est-à-dire c'est un bassin rempli de saumure, et cette saumure est chauffée, et donc elle s'évapore. Donc vous voyez effectivement ces buées d'évaporation, et donc c'est le procédé qui est à la base de la production du gros sel cristallisé, qui est un gros sel très particulier, donc produit par les salines d'Inville. On continue à l'appeler poêle parce qu'autrefois, effectivement, il s'agissait de bassins du même type, mais qui étaient chauffés par le dessous, d'où l'appellation de poêle. Mais bon, ce procédé présentait différents inconvénients. D'une part, des problèmes de technique d'entartrage du fond de cette fameuse poêle, également des problèmes de récolte, puisque autrefois, donc, ce sel était récolté manuellement, et donc aujourd'hui, il est récolté de façon mécanique. Salines d'Inville est une très ancienne société puisqu'elle a été créée en 1871. Et de tout temps, elle a produit ce gros sel, de tout temps. Elle n'a jamais cessé. Le gros sel a des qualités pour qui méritent qu'on en garde la production, qu'on la perpétue. Cette poêle, à mon avis, à ma connaissance, c'est la dernière poêle ronde de fabrication de sel fin qui existe dans notre région. Bon, la restauration serait, à mon avis, très onéreuse. Les vestiges impressionnants de la fabrication du sel. Roland Marc, vous êtes un ancien ouvrier des salines de Dieuze. Oui. Vous travaillez exactement dans quel secteur? Je travaillais dans la fabrication du sel fin. Comment tout s'organisait? Racontez-nous un peu. La production du sel fin se faisait sous vide à température décroissante et automatique, en automatique. Est-ce que c'était un travail pénible? Non, pas dans cet atelier. Cet atelier était entièrement automatisé, donc le travail consistait uniquement en surveillance. Quels sont les plus beaux souvenirs que vous avez gardés de toute cette période professionnelle? Oh bien, c'est un peu difficile, mais enfin c'était très agréable de travailler dans ces ateliers de fabrication du sel.
Est-ce qu'encore on pouvait voir des gens en activité? Je propose de regarder un extrait d'un reportage qui a été tourné il y a une dizaine d'années où un ouvrier nous racontait en quoi consistait son travail avec la poêle à sel. Alors ce sel, les véritables gros sels, Trémy, proviennent de cette poêle à sel qui existe en Lorraine depuis le début du 8e siècle. Quelles sont ses dimensions? Elle fait une 22 mètres de longueur et 7,50 m de largeur. Une profondeur de 40 cm. Et quelle est la température d'évaporation? L'évaporation se passe entre 85 et 90 degrés. Comment s'appellent vos instruments de travail? J'ai le volant, la raclotte, le volant, le rhum. La raclotte, c'est pour faire les bords, c'est le bord de la poêle. Le volant, c'est pour ramener le sel et le rhum, c'est pour le monter. La pelle pour sortir le rhum pour le coucher. Oui. Métier dangereux? Bon, vous avez déjà fait goût dans la Saumure? Oui, malheureusement. C'est grave? Oui, des grandes souffrances. Enfin. Le sel, ça ronge? Oui, oui. Même la peau? Même les écorchures aux mains. Ce que vous avez au bras comme écorchure, c'est le sel? C'est bien celui de mon accident. J'ai été brûlé et la peau part, c'était à fume. Un film de 1985, vous voyez, c'était pas facile, c'était même un petit peu dangereux. Lucien Augustin, vous avez fait ce métier. Qu'est-ce que vous pensez de ce reportage? Ce reportage... Vous avez vécu les mêmes choses à peu près? Exactement comme le monsieur le levé, là. On faisait des bourres avec la spatule. Le râpe, on ramassait le sel au bord. Et après, on prenait la pelle qu'on mettait sur le manteau de la poêle. Combien de kilos vous arriviez à récolter chaque jour? 15-16 tonnes. Tant que ça, mais c'était très très physique. Il fallait en permanence, tant qu'il y avait du sel dans la poêle, il fallait tout sortir. Hein. Est-ce que c'était un métier qu'on choisissait ou alors on y allait parce que finalement on pouvait pas faire autre chose? Si les contrebandes nous envoyaient dessus, on était bien obligés d'accepter, autrement on n'avait pas le choix. Hein. Est-ce que vous en avez gardé quand même de bons souvenirs? Oui, c'était la bonne époque, on avait une bonne ambiance, tout ça, on s'arrangeait entre copains. Un qui était en retard, on allait l'aider, on avait fini. On s'arrangeait les uns les autres. Monsieur Buffet, Alain Buffet, vous êtes, vous, directeur général pour le site de Varangéville, je précise, de la Compagnie des Salines du Midi et des Salins de l'Est de la France. Que pensez-vous de ces activités? Est-ce que c'est encore à l'ordre du jour, tout cela, ou c'est vraiment définitivement terminé? Cette activité-là, avec les poêles à sel, c'est essentiellement terminé. Il reste une petite poêle à sel en Lorraine, à la Saline d'Ainville, on l'a vu tout à l'heure. Chez nous, au Salin du Midi, à Varangéville, il y en avait une qui a été arrêtée il y a maintenant une quinzaine d'années. Est-ce que d'après vous, il y a encore de la place pour les petites salines? Difficile, hein, difficile la place, parce qu'aujourd'hui, il y a de très grosses unités, effectivement, qui ont des prix de revient très bas. Il est difficile à ces petites salines de résister à ces grosses unités. La compagnie que vous dirigez, tout au moins pour Varangéville, regroupe combien de personnes? 400 personnes actuellement. 400 personnes qui sont à la fois à la mine et à la fois sur la saline? Il y en a 50 à la mine et 350 à la saline en surface. Ça regroupe combien de métiers? De très nombreux métiers, puisque ça va du chauffeur en chaufferie pour produire la vapeur, aux ouvriers en saline qui produisent le sel, à ceux qui, derrière, le conditionnent dans différentes sacheries ou dans différents appareils pour obtenir des blocs, des pastilles, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Pourquoi êtes-vous installé à Varangéville et pas dans un autre site? Parce qu'il y a beaucoup de sel, on l'a vu, sur toute la Lorraine et la Champagne. Certes, mais parce que c'est dans l'est de Nancy que le sel est le plus proche du sol. Donc c'est là où on a économiquement intérêt à aller le chercher. C'est un site qui est très ancien, qui est exploité depuis longtemps? C'est un site qui est exploité maintenant depuis plus d'un siècle et demi. C'est un regroupement de petites salines ou comment s'est passée un peu l'histoire de... Effectivement, jusqu'à la guerre, il y avait de nombreuses petites salines aux abords de Dombasle, entre Dombasle et Nancy. Et vers 1960, la plupart de ces salines ont été regroupées sur une grosse saline à Varangéville. Mais il existe encore par ailleurs deux autres salines qui fonctionnent. L'une à Ainville, dont on a vu un reportage, et l'autre à Dombasle, chez Solvay. Donc dans le temps, on utilisait le pic, la pioche pour récolter le sel. Aujourd'hui, on fait place à l'abattage avec des explosifs parce que le sel est utilisé notamment pour la chimie, pour les grandes industries, mais aussi pour le sel de table, par exemple. Dans la mine de Varangéville, je vous propose de faire un petit voyage à des dizaines de mètres de profondeur. Les sels produits à Varangéville sont de deux natures. Il y a d'une part du sel gemme qui est produit par la mine
et qui, dans sa plus grande majorité, va au déneigement des routes. Et il y a d'autre part les sels raffinés produits par la saline qui sont d'une très grande pureté. Ces sels, ils ont 4 usages principaux. L'alimentation humaine, l'adoucissement des eaux, l'agriculture et enfin l'industrie chimique qui d'une façon générale tire du chlorure de sodium, 2 éléments de base de la grande industrie chimique qui sont le chlore et la soude. Pour produire ce sel, nous avons sous nos pieds et sous une grande partie de la Lorraine, sur plus de 230 km de long, un gisement de sel qui a 200 millions d'années. Varangéville, c'est en fait un élément important de la production française de sel, puisqu'à Varangéville se trouve la seule mine de sel-gemme actuellement en exploitation en France, qui produit environ 250 000 tonnes de sel par an. Monsieur Poney, il y a combien de kilomètres de galeries ici? Alors cette mine, c'est essentiellement du vide. Depuis 1853 que l'on exploite cette mine, nous avons 200 km de galeries. Et il y a combien de personnes? Alors au total, nous sommes 48 personnes, y compris l'encadrement. Tous ces véhicules, donc c'est notre gros problème au niveau de notre puits principal, du fait que c'est un tout petit puits. Donc pour descendre le véhicule, on est obligé de couper ces véhicules et de les rassembler au fond de la mine. Le havage consiste à faire une saignée à la base de notre front de taille avec une grosse tronçonneuse qu'on appelle haveuse. Cette saignée a pour but de faciliter le tir, du fait qu'on va tirer vers le vide. Suite à cette saignée, on fait ce qu'on appelle une opération de foration, qui consiste à faire 42 trous au niveau du front de taille. On va introduire de l'explosif dans ces trous. Au total, on va introduire 125 kg d'explosif. Et en fin de poste, on tirera cet explosif et le lendemain, on récupérera 475 tonnes de sel. Cette mine a un peu plus de 150 ans. Il y avait beaucoup plus de mineurs du fait que c'était essentiellement un abattage qui était surtout manuel. Les méthodes d'abattage n'ont pratiquement pas changé, il n'y a que les moyens qui ont changé. Impressionnante, c'était la seule mine de sel-gemme en activité en France. Jean-Louis Joris, vous êtes agent de maîtrise, dans le métier on dit porion. Vous travaillez dans cette mine? Oui, je travaille à la mine depuis 1965 et voilà maintenant 32 ans que je suis mineur et ensuite actuellement je suis porion. Quelles sont vos conditions de travail? Les conditions de travail ne sont pas très particulières. Nous vivons quand même dans des galeries de 12 mètres de large, 4,70 mètres de haut. Donc ce n'est pas trop enfermé pour celui qui a l'habitude. Le problème quand même, ce sont tous ces véhicules diesel. Le problème, c'est un petit problème, oui, que l'on arrive à résoudre avec de l'air. Si on l'envoie en quantité dans les galeries, oui, il est certain que l'on brûle du fioul, pas mal de fioul dans une journée, oui, ces engins. Aujourd'hui, quels sont vos horaires de travail? 5 heures du matin, midi et demi.
Tout c'est mécanisé ou alors il y a encore une petite part d'artisanat, de poésie, j'allais dire? Très peu. Très peu, non. Tout aujourd'hui, nous roulons avec des véhicules comme sur la route. Nous avons de gros engins que vous avez vus, là, des gros engins qui transportent 14-15 tonnes, qui roulent à la vitesse d'un tracteur agricole, comme sur la route. Donc, artisanat, j'en vois plus beaucoup. Combien de kilomètres ou de mètres vous arrivez à engloutir chaque année ou chaque jour par personne? Eh bien, nous avançons sur un panneau de 14 galeries en largeur, qui sont situées à 29 mètres l'une de l'autre. Et sur ces 14 galeries, nous avançons de 100 mètres environ dans une année. Tout dépend de la neige qui tombe, puisque nous fabriquons du sel de déneigement. D'accord, bon, ce matin il a neigé un tout petit peu, donc ça doit commencer à chauffer du côté de la mine de Varangéville. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'on peut comparer le travail dans une mine de sel au travail dans une mine de charbon, par exemple? Je ne connais pas les mines de charbon, je pense que ce serait très difficile à comparer, mais je pense que nos conditions sont beaucoup meilleures que les leurs. Est-ce qu'il y a des risques tout de même? Il y a toujours le risque d'une chute de bloc, mais enfin, nous sommes mineurs et par conséquent, nous sommes là pour la prévenir, ça ne doit pas arriver. Comment vous faites alors pour prévenir? Eh bien, on n'étançonne plus. Dans le temps, on mettait des bois pour tenir les plafonds. Aujourd'hui, on met ce qu'on appelle du boulonnage. Et le boulonnage, c'est une tige de fer qui est scellée à la résine pour tenir la voûte. Est-ce que pour faire votre métier, il faut des compétences particulières? Non, je ne crois pas. Nous sommes, la plupart des gens qui sont à la mine aujourd'hui sont entrés comme manœuvre. Aujourd'hui, bien sûr, avec l'évolution des choses, le modernisme, tout le monde est polyvalent, conducteur d'engins, conducteur de machines. Chacun a une tâche. Donc c'est sur le tas qu'on apprend le mieux? Certainement. Bien. Alain Buffet, on vous retrouve sur ce plateau. On parle de la mine, on l'évoquait un peu tout à l'heure, les salines. Comment on récolte le sel fin aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on produit le sel fin dans des évaporateurs qui sont disposés en cascade les uns derrière les autres. Le premier évaporateur marche à l'atmosphère et dans le dernier évaporateur, on a fait le vide. Et on arrive ainsi à produire du sel dans toute cette série d'évaporateurs. Produire du sel, on parlait de la neige, mais il y a toute une gamme de produits que vous proposez. Par exemple, si on fait le tour de cette table, à commencer par ce gros bloc, à qui est-il destiné? Il est destiné aux animaux qui lèchent ce type de bloc, que ce soit des bovins, que ce soit des moutons, que ce soit des chèvres, ou des chevaux, on donne ce genre de blocs en pâture à tous ces animaux. Donc ça, c'est pour les agriculteurs. À côté, c'est des bergamotes? Non, ce ne sont pas des bergamotes, bien qu'effectivement, elles aient l'aspect des bergamotes. Ce sont des pastilles de sel qui sont utilisées pour l'adoucissement de l'eau. Elles permettent de régénérer les résines sur lesquelles passe l'eau pour être adoucie. Donc ici, à côté du sel pour la vaisselle, juste, c'est pour les bretzels peut-être ça, non? Non, c'est trop gros. Non, c'est trop gros pour des bretzels, mais effectivement, nous fabriquons du sel pour les bretzels, ce petit sel là qu'on voit, qui croque sous la dent quand on mange les bretzels. Et juste ici, sur ces boîtes rouges et bleues, c'est le sel qu'on peut trouver tous les jours, qu'on a chacun chez soi? Oui, c'est le sel ça, destiné donc à la consommation de table. C'est du sel là, en l'occurrence du sel de mer, du sel gros et puis du sel fin. Quelle est la différence avec le sel de mer? Est-ce que, le sel récolté au bord de la mer et le sel récolté ici en Lorraine-Champagne? Oh, la pureté est à peu près la même. Ça se trouve plus ou moins dans ces sels marins ou dans des sels raffinés. C'est voilà la grosse différence. Sinon, au point de vue pureté, c'est à peu près la même chose. Au total, vous proposez combien de produits différents? Sur le site de Varangéville, nous avons une gamme de 180 produits. Je crois que nous sommes en Europe, peut-être dans le monde, la saline qui propose à sa clientèle la plus grande gamme de produits. Aujourd'hui, la neige arrive. Est-ce que ça vous impose une gestion des stocks un peu particulière? Parce que c'est des coups de bourre, comme on dit. Oui, alors ça nous impose de prévoir des stocks relativement importants pour l'entrée de l'hiver, mais nous sommes prêts à fournir de l'ordre de 15 000 tonnes chaque jour si les clientèles se présentent pour l'enlever. Quel est l'état des réserves à Varangéville? Il y en a encore pour longtemps? Il y en a encore pour, j'allais dire, des millions d'années, mais si on extrayait tout le sel du gisement de Lorraine-Champagne, ça représenterait 1 millier de milliards de tonnes. Impressionnant. Donc je crois que nos descendants auront encore du sel exploité à Varangéville. Autrefois, on considérait le sel comme étant de l'or blanc. C'est toujours le cas pour vous? Vous avez fait fortune avec le sel? Non. D'ailleurs, vous avez vu, c'est plutôt un or gris qu'un or blanc. On n'a pas fortune avec le sel, mais il faut savoir tout de même qu'aujourd'hui, ce sel fait vivre environ 2000 familles dans la vallée de la Meurthe.
tant pour la production du sel que pour la production du carbonate de soude qui est fabriqué à partir de calcaire et du sel. Outre ces produits de tous les jours, vous travaillez aussi pour l'industrie lourde? Certes, oui. Nous avons des clients, des chimistes, qui nous achètent du sel pour produire du chlore, voire du sodium métal, qui est utilisé dans les centrales nucléaires pour refroidir les installations. Est-ce que vous pouvez commenter avec nous les images qui sont diffusées actuellement à l'antenne? Je crois que ça fait partie de vos clients ou alors de vos concurrents peut-être. Non, ça, ce sont des images qui ont été filmées chez notre concurrent, l'établissement Solvay, où on vient de voir des installations de production et des installations d'épandage, des bouts d'épuration. Vous travaillez main dans la main? Main dans la main, nous sommes confrères. Et néanmoins amis. Quand on parle d'industrie, à vos côtés, il y a Jacques Schumer, vous êtes président de l'association des salines royales de Dieuze. Oui. Et vous avez travaillé pour Elf Phattochem, qui était installé sur le site des salines royales. Oui. Aujourd'hui, certains des bâtiments appartiennent à la ville. En quelques grandes étapes, quelle a été l'histoire fabuleuse, impressionnante de ces salines? Alors d'abord, si vous voulez un petit peu d'histoire, oui, les salines de Dieuze sont certainement les plus anciennes salines de Lorraine. Dès 803, elles appartenaient à l'abbaye Saint-Maximin de Trèves. Et en 1215, elles sont devenues la propriété des ducs de Lorraine. Les ducs de Lorraine les ont conservées jusqu'en 1766. À la disparition, si vous voulez, la disparition du domaine royal, celui-ci est retombé après la Révolution, le domaine royal est retombé dans le domaine national. Et il y a une date quand même qui est importante, pour l'usine de Dieuze, c'est 1921. 1921, la saline a été reprise par la société Kuhlmann. Et c'est là qu'il y a vraiment eu une extension de la chimie sur le site de Dieuze. Quand vous revenez sur le site, quelles sont vos impressions ? Bien, quand on revient sur le site, disons que ça fait un peu drôle maintenant de voir, si vous voulez, cette partie historique des salines qui est séparée du reste de l'usine. Enfin, justement, notre rôle, c'est de faire revivre cet ensemble. Et jusqu'à présent, ma foi, grâce à la ville de Dieuze, nous pensons y parvenir. Monsieur Schumer, pour comprendre un petit peu quels sont vos sentiments et quelle était votre vie dans les salines de Dieuze, je vous propose d'aller faire une petite visite là-bas sur le site et de découvrir tous ces bâtiments. Moi j'ai travaillé ici, j'ai pratiquement fait toute ma carrière ici. Je m'occupais plus spécialement de formation professionnelle. Comme vous le pensez, quand on a fait toute une carrière dans un établissement, il reste quand même quelque chose, il y a quand même certaines fibres qui vibrent encore. Et enfin, en ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas le seul d'ailleurs, ça m'aurait quand même fait un peu de peine de voir cet ensemble délapidé et laissé à l'abandon. C'est pour ça qu'en 1990, avec plusieurs camarades, nous avons créé une association de façon à ce que cet ensemble subsiste et puisse être mis en valeur pour la ville de Dieuze. Il aurait fallu faire des photos. Oui, d'avoir pris du 4 poils carrés quand on était en activité. Avant la démolition. Ah ouais. Monsieur Schumer, nous sommes où ici? Alors ici, nous sommes dans le bâtiment délivrance. Pourquoi délivrance? Parce que c'était là où était délivré le sel. Hein. Et vous voyez, c'est un grand bâtiment qui comporte 23 magasins. De ces magasins, il était ensuite repris manuellement par les ouvriers qui chargeaient les sacs, qui chargeaient des sacs de 50 kilos. 50 tonnes à la pelle tous les jours. Hein. Ben, il fallait les broigner, 50 tonnes à la pelle. Hein. C'était pénible, hein, c'est un travail à la tâche. Si pelleté, le sac, il faisait 50 kilos. Hein. Il manquait pas 100 grammes pour remplir. Les gars étaient habitués. Si pelleté, ça faisait le sac. Si pelleté, le sac de 50 kilos, il était plein. Hein. Alors qu'est-ce que t'en penses, Lily? Ah, du sel comme ça, on n'en aura jamais eu plus parce que c'était du sel qui était blanc comme neige. Il était blanc comme neige? Ah oui. Là, il y a un peu de poussière, mais enfin, c'est ce qui lui permet de se conserver. Hein. C'est la poussière des murs. On n'est plus beaucoup. Hein. Vous avez laissé une partie de votre vie ici, quand même. Bon, on a travaillé pendant 40 ans dans l'usine. Hein. 40 années.
C'est déjà un bon petit bord. Là donc nous sommes ici au Puits Salé. Puits Salé qui était le point vital d'une saline au XVIIIe siècle. L'eau salée était déjà élevée aux salines de Dieuze au Moyen Âge. C'est donc vous dire que des siècles ont passé depuis. À travers l'histoire du sel, c'est en grande partie pour Dieuze l'histoire d'une ville. Hein. Et comme le passé doit servir le présent, eh bien je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. Évoquer l'industrie du sel pour ne pas l'oublier, c'est un des objectifs de notre émission. Serge Malnois, vous êtes adjoint au maire, bonjour. Adjoint au maire de Dieuze, bien sûr. Vous êtes particulièrement chargé du développement et de l'emploi. Et aujourd'hui, quand on voit ces bâtiments, vous avez de grands projets pour les anciens bâtiments de la saline. Absolument, puisque la question s'est posée pour Dieuze de remettre en valeur cet ensemble architectural. C'est la volonté du conseil municipal. Dès 1996, la place de la Saline verra sa configuration du début du siècle remise à jour, puisqu'elle sera remaniée. Et 97, 18, 19, tous les bâtiments seront repris les uns après les autres pour former à l'intérieur des Salines un nouveau quartier de Dieuze, quartier résidentiel et culturel, puisque la salle polyvalente sera construite à cet endroit-là, qui jouxtera le bâtiment appelé la Délivrance. On passera, c'est un symbole, on passera du passé au futur. Dans le même temps, certainement, le Puits Salé verra la reconstitution d'un manège à chevaux. Et pourquoi pas, il faut toujours avoir de l'ambition, et bien la reconstitution au moins d'une poêle à sel. Mais tout cela, ça va vous coûter combien ? Le coût 20, 30 millions, il ne faut jamais oublier que c'est échelonné dans le temps, puisqu'une petite ville comme Dieuze ne peut pas tout faire. Nous comptons beaucoup sur différents partenaires, bien sûr, l'État, la région, le département, et pourquoi pas des fondations telles EDF et d'autres. Là aussi, c'est un appel que vous lancez ? Bien sûr, absolument. Bon, d'accord. Sans oublier la fondation d'Atokem. Très bien. Mais en quelle année vous avez décidé d'acquérir ces bâtiments ? Ça a été décidé il y a 2 ou 3 ans. L'acquisition a été réalisée d'une manière administrative en novembre 1994. Ça fait donc 1 an que nous sommes propriétaires, la ville de Dieuze, de cet ensemble. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été un petit peu lent, peut-être, à réagir ? Non, pas du tout, puisqu'il ne faut pas oublier que pour les Dieuzois, franchir la porte, c'était quelque chose de réservé aux ouvriers de l'usine, puisque c'était propriété privée de l'usine Atokem. Mais le tourisme, enfin disons la culture, c'est quand même quelque chose de nouveau chez vous. Absolument, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui doit être développé en synergie parfaite avec le musée de Marsal, avec l'objectif étant de faire un circuit touristique qui pourrait être Vic-sur-Seille, Marsal, les Salines royales de Dieuze, l'étang de l'Indre et surtout l'amphithéâtre gallo-romain de Tarquimpol. Quand vous parlez de l'étang de l'Indre, il y aura une émission spéciale de Bout de la Rue qui sera diffusée le 23 décembre, consacrée à ce site particulièrement remarquable. Vous parliez de Marsal, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu concurrent ? Non, pas du tout, puisque dans ce domaine, nous allons vers la présentation, par exemple, du Puits Salé, du manège à chevaux, des poêles à sel, vers quelque chose d'industriel par rapport à ce qui est présenté au musée du sel de Marsal. Et il est bien connu, c'est un slogan que j'aime beaucoup, l'union fait la force. Bernard François, vous êtes vous président de l'Office du tourisme de Dieuze. Quelles sont vos actions dans l'immédiat avant l'inauguration prévue en 1998 de ce bâtiment ? Nos actions dans l'immédiat, c'est bien entendu la réhabilitation donc, de l'ensemble des bâtiments, mais avant tout, comme le soulignait M. Malnois, nous sommes certainement très attachés en tout premier ordre à la réhabilitation du Puits Salé.
Mais je pense qu'il faut autre chose pour faire venir les touristes tout de suite. Tout à fait. Mais donc nous avons voici quelques années déjà, depuis que nous avons relancé le syndicat d'initiative sur Dieuze, mené diverses actions en collaboration bien sûr avec la municipalité et la Fédération des offices de tourisme, en collaboration également avec le syndicat intercommunal à vocation touristique du Saulnois. Nous avons mené différentes actions qui nous ont permis donc de faire connaître Dieuze d'une façon différente à tous les gens de passage, à tous les touristes. Par exemple, quelles ont été les actions? Alors, en 1993, nous avons ouvert en collaboration avec donc, la municipalité un office de tourisme, donc baptisé maintenant office de tourisme. Hein. Et c'était donc la première pierre de cet édifice. Qui sont les touristes précisément qui viennent à Dieuze? Parce que c'est pas forcément touristique comme ville. Je pourrais dire que c'était la deuxième pierre. La première pierre était tout d'abord l'ouverture d'un point d'information au centre-ville, dans un magasin, chez un commerçant qui bénévolement donc et se tient toujours d'ailleurs à la disposition des touristes de passage lorsque l'office de tourisme est fermé. Mais qui sont les touristes? Ce sont des Lorrains ou des gens qui viennent de l'étranger? Il y a les deux. Cette année, par exemple, on a dénombré environ 1500 personnes de passage à l'office de tourisme. On peut compter 30% d'étrangers, composés essentiellement de Hollandais, d'Allemands et enfin d'Anglais. Monsieur Buffet, vous êtes la partie industrielle de l'exploitation du sel. Quand on parle de musée, de culture, de tourisme, est-ce que vous soutenez ce genre d'action? Héritier de cette longue tradition locale de production du sel, les industriels se devaient d'aider ceux qui cherchaient à reconstituer l'histoire du sel. Nous avons donc aidé à la création du fameux musée de Marsal. Il est malheureusement fort regrettable que ce musée soit si éloigné de la zone actuelle d'activité. Quand on parle de tourisme, on parle aussi du tourisme industriel, c'est assez à la mode. Vous avez l'impression que l'industrie du sel peut attirer des gens, qu'elle a besoin de s'ouvrir sur l'extérieur? Non seulement elle peut, mais elle attire. Nous avons actuellement des demandes de visite de notre mine quotidienne. Bon, nous sélectionnons parce que nous sommes un écomusée en quelque sorte, mais il faut tout de même que l'on puisse travailler. Donc on fait 2-3 visites par semaine en sélectionnant un petit peu les visiteurs. Qu'est-ce qu'on peut voir exactement? On peut aller sous terre? On descend sous terre, oui, on visite l'ensemble des installations minières et puis éventuellement les installations de surface et principales zones de production, soit du sel raffiné, soit des différents produits en aval du sel raffiné. En quelques mots, comment réagissent les visiteurs, et ce sera le mot de la fin? Bon, ils sont très surpris, hein, comme tout un chacun, quand on descend sous terre, de voir les dimensions des galeries, de voir le silence, de voir la température, bref. Bien. Mais on va continuer de rêver. Merci beaucoup, Monsieur Buffet. Merci à tous. Notre émission est à présent terminée. Vous voyez, ça passe très très vite. On se retrouve dès la semaine prochaine à 15 h pile pour une émission spéciale sur Mirecourt et la lutherie dans les Vosges. Dans l'immédiat, Didier Homer vous attend. Il est à Neuchâteau, dans les Vosges également, à la salle des fêtes pour une émission d'accord. Souffler, c'est jouer, vous attendez ça avec impatience chaque semaine. Eh bien, c'est dans un instant. Vous pouvez nous écrire, n'oubliez pas, France 3 Nancy, 14 route de Mirecourt, 54 042 Nancy-Cedex. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellent week-end sur France 3 et à la semaine prochaine.